Pour la première fois, je ressens le temps comme une pulsation cardiaque, les secondes battant dans ma poitrine comme un compte à rebours. Les mystères qui me semblaient hier encore si épais, si insondables, se dissolvent peu à peu dans la clarté de la vérité, comme une brume matinale au premier rayon du soleil. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Épisode 14, Journal de mort, Memento Mori, c'est le titre original. C'est écrit par John Shiban, Frank Spotnitz, Vince Gilligan et Chris Carter. Et tout ça, c'est réalisé par ce bon vieux Rob Bowman. Alors quand j'ai vu toute la clique de scénaristes qui est affiliée à cet épisode, donc regroupée, soudée autour de Dieu le Père, Chris Carter, bah j'ai eu une petite pensée émue pour les pauvres Morgan et Wong, parce qu'ils devaient en fait écrire ce 14e épisode. Ça ne s'est pas fait, ils se sont barrés, donc je vous ai déjà conté mes aventures, ce sentiment en fait d'exclusion depuis l'épisode L'homme à la cigarette, épisode en plus désavoué par le comédien qui était mis en lumière dans cet épisode, hein, William Bay Davis, qui campait l'homme à la cigarette. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par les cafetières Bodum, le café des bons hommes. Donc, effectivement, Morgan et Wong devaient écrire. Alors, ils avaient écrit un vague pitch autour du fantôme d'Abraham Lincoln. Finalement, ils se sont barrés. Alors, ça avait l'air d'être assez brutal, finalement, le départ. C'est ce qui est dit, quand même, à demi-mot par Frank Spotnitz, hein, dans le guide officiel X-Files. Et ce qui est formidable, c'est que malgré que ce soit un livre officiel, eh ben, c'est pas tellement langue de bois. Et Frank Spotnitz raconte un petit peu les coulisses de l'écriture, où il a dû écrire avec John Shiban et Vince Gilligan en 48 heures en fait l'épisode, parce qu'il savait que c'était un épisode qui devait se consacrer au cancer de Scully, maladie qui était une épée de Damoclès depuis le diptyque Monstre d'utilité publique dans la saison précédente. Donc, alors on apprend que Frank Spotnitz est très fier de cet épisode, c'est son épisode préféré de la série, hein, c'est pas rien, mais surtout il révèle que le scénario qui a été écrit comme ça en 2 jours était extrêmement mauvais, et que c'est grâce à Dieu le Père. Alors je pense que il y a un petit peu de léchage de bottes, hein, que c'est Chris Carter en fait qui a permis d'en faire un scénario absolument formidable. Alors qu'il me soit permis quand même d'avoir quelques doutes, parce que Chris Carter, quand il fait dans le drame médical, bah ça me fait surtout penser à I Want to Believe, le second film X-Files, où il y avait une intrigue secondaire quand même qui prenait beaucoup d'importance autour d'un enfant en fait qui souffrait d'une leucémie et qui était donc pris en charge par Scully, qui tentait de trouver voilà de nouveaux protocoles de soins. Et bah là on retrouve un petit peu les mêmes thématiques en fait, hein, c'est-à-dire la résilience, la détermination, et puis aussi le sentiment de Scully. Ça, je trouve que c'est quand même très très fin, parce que ça peut être très très lourd. Ce sentiment en fait d'acceptation en fait d'une fatalité, et malgré tout, le personnage de Scully reste extrêmement digne, extrêmement touchant. Bon, ça a toujours été mon personnage préféré de la série. C'est bouleversant en fait, hein, quand on la voit pleurer et donc trouver refuge dans les bras de Mulder. Il s'avère que les comédiens avaient improvisé un baiser. Ça aurait été le premier baiser entre Mulder et Scully, sauf que Dieu le Père, Chris Carter, a décidé de couper, parce que pour lui ça arrivait un petit peu trop tôt. Alors faut savoir, on va s'arrêter un petit peu là-dessus, c'est quand même très intéressant, parce que c'est sur le tard en fait que j'ai découvert qu'il y a eu 2 écoles chez les fans, hein, donc ceux qui souhaitaient qu'il y ait une romance entre Mulder et Scully, et ceux qui souhaitaient que leur relation reste purement professionnelle. Il y a un dicton, enfin je sais pas si c'est un dicton, mais qui dit que quand on a un couple d'enquêteurs, enfin voilà, un duo en fait, avec un homme et une femme, la relation doit rester platonique. À partir du moment où ils sont réellement ensemble, eh bien ça signe généralement le début de la fin pour une série. Alors je ne sais pas si ça date depuis Clair de Lune, mais c'est un truc que j'avais lu voilà, dans un dossier consacré à cette série plutôt culte avec Bruce Willis, que je n'ai jamais vu, parce que bah, les coffrets se revendent très très cher. Moi, je veux bien qu'on dise bons hommes, hein, au pluriel, mais je trouve que bonhomme, quand même, ça sonne mieux, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, dans cet épisode, il y a un bon équilibre entre le drame médical et le côté complotiste, et puis donc les sentiments, comme ça. C'est sûr que ça va souder les 2 agents. Si vous demandez quelle était ma position sur la relation entre Mulder et Scully, moi je ne voyais pas les 2 agents de toute façon avoir une vie privée. Ils étaient faits pour rester ensemble. Cependant, j'apprécie, et c'est ce que fait la série,
reste, j'allais dire, chaste, très réservé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande effusion, ils doivent s'embrasser peut-être 4-5 fois en tout, hein. Entre les épisodes et puis les films, on n'a pas besoin de montrer qu'ils ont des relations sexuelles. Tout ce qui se passe dans la chambre parentale reste dans la chambre parentale. Ça aurait été malvenu, on n'est pas là, on n'est pas devant un Paul Verhoeven en fait. Ce qui soude ces deux agents, c'est évidemment des valeurs communes, des valeurs intellectuelles, des valeurs morales. Et donc tout ça, ça dépasse quand même le simple attrait physique. Bon après, on se doute bien quand même, hein, ils sont extrêmement beaux. Donc que ça s'arrête là, moi je trouve que ce n'est pas plus mal. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. Bref, le mot d'ordre en fait pour qualifier cet épisode, c'est donc équilibre. Hein, bon équilibre, je vous disais, entre le drame médical et le côté complotiste. Alors il y a une petite parenthèse à la Mission Impossible, avec la scène où les 3 lone gunmen en fait s'infiltrent dans un réseau de sécurité. Alors je trouve que c'est le petit passage en fait qui a pris un petit coup de vieux. Je trouve que ça manque d'imagination. On est 1 an après la sortie du premier Mission Impossible, réalisé par Brian De Palma, et vous savez qu'il y avait cette scène absolument incroyable, hein, qui a pas pris une ride d'ailleurs quand Tom Cruise il est suspendu à un filin pour pirater un ordinateur. Séquence muette, donc qui avait beaucoup marqué. Alors bon, je me doute bien qu'on n'a pas autant de temps pour mettre en scène une séquence semblable dans un épisode de série télé. Mais j'aurais aimé peut-être un peu plus d'imagination, même si le trio est sympathique. Déjà, c'est pas suffisamment sympathique pour justifier, je pense, une série dérivée, ou en tout cas il aurait fallu d'autres comédiens. C'est-à-dire que les lone gunmen, donc bon, ce sont des losers, ce sont quand même des gens extrêmement intelligents, mais il faut un minimum de charisme, mais pas non plus trop écrasant, parce qu'il faut pas écraser évidemment le duo vedette, hein, Mulder et Scully. Il aurait fallu des seconds couteaux solides, hein. Alors le cinéma américain en a quand même une bonne flopée, hein. Je sais pas, imaginez, bon, Ernest Borgnine était déjà trop âgé, mais vous mettez Jack Black et Ernest Borgnine, voilà, bon, vous avez déjà un jeune, un moins jeune. Voilà, bon, je vous donne des exemples vraiment à la con, mais pour montrer que il aurait fallu quand même des acteurs qui drainent derrière eux une espèce de passif dans l'esprit du public, même s'ils ne sont pas connus. Là, ce sont juste donc 3 blancs caractérisés par leur coupe de cheveux. Alors, les lone gunmen ont pris pour moi un petit coup de vieux, donc déjà le rapport à la technologie, même si généralement ça me gêne pas trop, c'est-à-dire que on peut voir un vieil ordinateur très typé années 90, bon, je trouve que ça peut avoir son charme, tout comme j'adore les vieux films des années 50 ou 70, hein, pour voir un petit peu les goûts vestimentaires, les décors, on en apprend pas mal, ça fait voilà un petit travail de contextualisation. Mais je sais pas, il y a un côté qui fonctionne pas. Alors on sait que l'acteur qui jouait Froike, c'était le régisseur général. Les deux autres, d'ailleurs, on n'a pas retenu. Moi, j'ai pas retenu les noms des comédiens. Il ne s'impose pas comme une évidence en fait ce casting. Autant je vois personne d'autre que Robert Patrick jouer John Doggett, je voyais personne Mitch Pileggi, même si j'ai eu des réserves un petit peu sur sa carrière, dans le rôle du Skinner il est parfait. Mulder et Scully, évidemment, on n'en parle pas. L'homme à la cigarette, bon, c'est pareil, William B. Davis. Dans la suite de sa carrière, on a vu que, bon, il n'était pas transcendant, mais dans l'homme à la cigarette, on voit personne d'autre. J'ai aucun problème pour imaginer d'autres acteurs pour jouer les 3 lone gunmen. Donc c'est comme ça, écoutez, c'est pas bien grave. En tout cas, pour rester dans la thématique complotiste de cet épisode, j'aime bien l'idée qu'on on inclut les hybrides dans l'histoire. Ça marche, même si je pense qu'on commence déjà à plus trop creuser le truc sur le sang vert, l'arme qui permet de les tuer. On n'en fait pas grand cas, comme si les auteurs sentaient qu'ils avaient fait un petit peu le tour du sujet et qu'il fallait apporter donc une nouvelle couche pour relancer l'intérêt. Et ça sera le cas avec l'histoire des aliens renégats. L'effet spécial où on voit les clones qui apparaissent dans le même plan, il y a même un mouvement de caméra, et ça marche super bien. Alors je sais pas à quel point ça a été retravaillé pour les versions HD, mais en tout cas l'effet il est quasi invisible, on voit pas les transparences. Je me suis même posé la question si le comédien là qui a des faux airs de James Spader, donc il s'appelle David Lofgren, je me demandais s'ils étaient pas triplés. Donc ce n'est pas le cas, hein. Il y en a qu'un, mais donc comme quoi c'est très très bien fait. On a aussi dans le casting un certain Maurice Pennick,
Penich ou Penis, comme vous voulez. Donc acteur canadien qui joue ici le rôle du tueur. Alors il peut être un poil moins remarquable que celui qui jouait le rôle du tueur dans le double épisode Monstre d'utilité publique. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs diptyques mythologiques de la série Monstre d'utilité publique. Donc, ouais, il n'a pas le même charisme que Stephen McHattie, mais ce dernier quand même bénéficiait davantage de scènes pour asseoir son charisme. Là, le père Maurice, il est en fait qu'un rôle de silhouette, ce qui fait qu'on le calcule pas, mais d'un autre côté c'est bien pratique parce que Maurice Penis, allez je vais l'appeler Maurice Penis, eh bien on l'a vu en fait dans plein d'épisodes, dans des rôles différents, on le voit dans l'épisode Contamination, on le voit par exemple dans Piper Maru, on le voit dans Avatar, Henry Falk aussi, et un autre épisode qui vient, qu'on verra un peu plus tard, là, Zero Sum. Donc, bref, mine de rien, il a quand même sa petite expérience au sein de la grande famille X-Files. Après, il ne faut pas se méprendre, le plus grand intérêt de cet épisode, ce sont les moments intimistes. Donc c'est certainement pas les scènes complotistes avec Mulder, voilà, qui essaye de trouver un traitement, qui va essayer de mettre l'homme à la cigarette dans la boucle. Là, Rob Bowman, il continue à affirmer son sens visuel, notamment l'ouverture très lumineuse, et pourtant ça ressemble vraiment à un vrai chant funèbre, appuyé d'ailleurs aussi par une très belle voix off. Alors, la voix off, généralement, j'en suis pas très friand, mais là, elle est vraiment bien écrite, très poétique d'ailleurs. Elle est mise en exergue dans le livre officiel sur la série. Voilà, je vais terminer par une recommandation. Alors, j'avais pensé à un moment à glisser donc des références sur des films avec des personnages en fin de vie, mais bon, d'un autre côté, c'était trop évident. Mais vous avez donc Vivre d'Akira Kurosawa, donc c'est un de ses chefs-d'œuvre, c'est vraiment j'ai le Blu-ray de chez Carlotta, vous avez chez Wildside une autre édition mais qui se revend maintenant à prix d'or chez Carlotta, donc faut avoir un lecteur qui soit multizone. Ceci dit, les spécialistes de l'image et du son vous diront que la version de Carlotta c'est vraiment la meilleure qualité d'image, donc voilà, vous la trouvez pour une vingtaine d'euros. Donc dans ce film en fait on retrouve un de ses comédiens fétiches qui n'est pas Toshiro Mifune, c'est j'ai oublié son nom, Takashi Shimura, qu'on a vu dans les 7 samouraïs, on le voit dans Chien enragé. Donc il a fait voilà beaucoup de rôles chez Kurosawa. Donc il campe un espèce de petit fonctionnaire, voilà, à la vie personnelle plutôt triste. Son fils se fout de sa gueule. Il fait un petit boulot administratif sans éclat, enfin franchement pas très motivant. Et il apprend, donc c'est vraiment une journée pourrie pour lui, il apprend qu'il a un cancer de l'estomac, donc et puis finalement il sait qu'il lui reste 2 mois à vivre à tout casser, et il va rassembler ses dernières énergies pour concrétiser un projet qui est celui de créer un parc pour enfants. Donc voilà, c'est un film qui est très beau, franchement bouleversant, c'est un de ces rares films qui vous font considérer la vie autrement, qui, j'ai envie de vous dire, qui vous rendent meilleur, voilà. Alors après, Robert Ménard regarde Vivre de Kurosawa, je ne pense pas que ce sera un meilleur homme politique, mais bon. Et petite recommandation littéraire, je vous ai déjà parlé plusieurs fois pour mes chroniques X-Files de mon amour immodéré pour l'auteur Jim Harrison. Donc là en fait c'est une édition qui regroupe deux novellas, c'est même des romans parce que chacune fait 300 pages. Donc vous avez Wolf, que je vous recommande pas, c'est sans doute celui que j'aime le moins de Jim Harrison, donc on sait que c'est le texte qui a très très vaguement inspiré le film avec Jack Nicholson, mais surtout vous avez Retour en Terre. Alors Retour en Terre, c'est l'histoire d'un métis en fait, qu'il apprend qu'il a une maladie incurable, et il veut partir avec dignité, donc il se fait aider par ses proches, par sa femme notamment, pour écrire ses mémoires, parler de ses origines familiales, et il met en place voilà les éléments pour
prendre son ticket de sortie hein, avec sa vie terrestre. Donc il choisit en fait un trou en pleine nature qui avait vraiment une forte valeur sentimentale pour lui, et c'est ici où il sait qu'il va prendre ce qu'il faut pour c'est du suicide assisté en fait hein. Il va avoir l'aide de sa famille. C'est très beau, bon, évidemment la nature est omniprésente comme toujours chez Jim Morrison, la relation entre les gens, l'amour, le sexe, la bouffe, voilà, bon, enfin toutes les obsessions de Jim Morrison sont regroupées dans ce très beau texte. Voilà, donc je vais pas m'attarder davantage parce qu'à chaque fois que je parle littérature ça fait que 20 vues, et pour draguer les filles c'est pas top quoi. Faites gaffe aux personnes portant des costumes cravates. Les cravates, ça rend les gens stupides. Même si ton père porte une cravate, il a fait une erreur. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette chronique vous a intéressé, et bah je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle chronique. Ciao.